Musique, Frédéric Huttman. Bonjour Frédéric Huttman, au micro, j'ai le plaisir de vous retrouver pour un nouvel entretien. Alors, Julie, j'ai l'immense plaisir de recevoir Dimitri Malignan, bonjour. Bonjour, merci de me recevoir. Non, c'est moi qui suis ravi, je vous reçois à l'occasion de la parution d'un disque consacré à Jean-Sébastien Bach, Pérégrinations. On va parler de ces pérégrinations pour le label Hortus. Dimitri Malignan, vous aviez fait paraître avant un disque consacré à Prokofiev et Schumann. Et ce projet Bach, vous l'aviez déjà en tête Oui, absolument. C'est-à-dire que pour ce second CD, j'ai eu la chance également d'avoir carte blanche pour le programme. Et donc, pour moi, c'est un petit peu l'occasion rêvée d'enregistrer Jean-Sébastien Bach, qui a été pour moi peut-être le compositeur le plus marquant dans ma vie, dans mon enfance. C'est-à-dire que vous l'avez toujours travaillé, vous n'avez pas de souvenir de vous au piano sans jouer du Bach? Absolument, dès que j'ai commencé, mes professeurs m'ont initié à sa musique. Et je dois dire que c'est un compositeur que j'ai toujours joué avec beaucoup de plaisir et d'admiration, parce que pour certains, c'est un petit peu un passage obligé. Bach, on doit jouer forcément des préludes et fugues dans des examens, dans des concours. Mais pour moi, ça a toujours été une grande fascination et je l'ai toujours joué avec beaucoup de curiosité et beaucoup d'admiration. Oui. Alors, il s'ouvre ce disque par une œuvre sublime, du reste comme tout le programme, et c'est un programme avec des œuvres, certaines sont connues, mais d'autres de grandes découvertes, on va en parler, et d'autres très peu jouées. Il s'ouvre sur ce caprice en si bémol majeur sur le départ de son frère bien-aimé. C'est une œuvre de jeunesse de Bach, je crois qu'il avait 19 ans. C'est une des rares œuvres finalement où il parle un peu de lui, parce qu'il parle de son frère qui s'en va. Oui, tout à fait, c'est une des seules œuvres de Bach qui est ce qu'on appelle une œuvre à programme. C'est-à-dire qu'elle décrit une situation, donc là le départ de son frère. Pour la Suède. Exactement, voilà, qui a obtenu un poste à la cour de Suède. Et donc c'est une œuvre en 6 mouvements et chaque mouvement décrit une des étapes de ce voyage. Donc par exemple, c'est le frère qui déclare qu'il va partir, le lamento général de ses amis qui déplore son départ, et puis ils se font à l'idée que finalement c'est ainsi. Donc voilà, il y a une véritable histoire dans cette œuvre, et c'est une œuvre en effet très atypique de la production de Bach. Oui, c'est étonnant. Si on ne sait pas que c'est du Bach, ça ne vient pas forcément à l'idée tout de suite. Ça peut évoquer certains compositeurs français contemporains. Oui, il y a cette idée un petit peu, voilà, également Couperin-Rameau avec ses pièces descriptives, et également d'autres compositeurs allemands antérieurs à Bach dont il s'est clairement inspiré ici, oui. Et alors, donc, ça s'ouvre par cette œuvre. C'est une œuvre qui commence à être un peu plus jouée par les pianistes, notamment Andras Schiff ou d'autres pianistes dont on sait qu'ils sont amoureux, comme vous, de Jean-Sébastien Bach, mais c'est plus joué par les clavecistes, mais ça commence un peu à entrer dans le répertoire. Je crois que c'est une œuvre qui était un peu jouée au début du XXe siècle, puis qui a été un peu mise de côté. Oui, bizarrement, une œuvre un petit peu oubliée par rapport aux grandes œuvres, évidemment, oui, Partita, les autres suites et les toccatas, et évidemment les préludes et fugues. Et en fait, dans ce CD, j'ai voulu proposer des choses un petit peu différentes de ce qu'on a l'habitude d'entendre au concert ou d'écouter au disque. Donc, une sorte de voyage finalement à travers l'œuvre assez immense, évidemment, de Jean-Sébastien Bach. Vous, Dimitri Malignan, vous appartenez à une génération quand même qui est arrivée après tous les débats au sujet de Bach au piano. Enfin, moi, je me souviens dans les années 70, c'était très violent entre les partisans d'une vision très baroque et puis ceux qui estimaient qu'on doit jouer du piano, que ce soit Bach ou un autre, vraiment c'est l'instrument qui fait qu'on joue la musique et on ne doit pas essayer d'imiter un autre instrument. Oui, donc évidemment il y a cet énorme débat sur la performance de Bach au clavier, qui est un débat sans fin, et je pense que personne n'a vraiment une réponse toute faite. Mais en tout cas, moi, dans la façon que j'ai d'aborder la musique de Bach, évidemment, j'essaie d'avoir une approche historiquement informée, comme on dit, c'est-à-dire d'avoir toutes les informations sur la façon de jouer relativement correctement sa musique, mais tout en ayant évidemment cette marge de manœuvre de par l'instrument sur lequel je joue, donc le piano moderne. Et quel piano, on va en parler, parce que vous avez vraiment un piano exceptionnel pour ce disque. Oui, et donc la chose un peu spéciale pour ce disque, c'est que j'ai fait appel à un piano à cordes parallèles, fabriqué par Chris Mann en Belgique. Et donc
les pianos modernes, depuis environ un siècle, sont à cordes croisées. Et les anciens claviers du 19e, 18e siècle étaient en effet à cordes parallèles. Donc ce piano, tout en ayant toute la technologie des claviers modernes, utilise les cordes parallèles pour retrouver un peu cette clarté de son qui existait sur les claviers anciens. Donc j'ai trouvé que c'était un peu le compromis idéal finalement entre avoir toute l'atmosphère sonore de l'époque baroque avec toute la puissance et toutes les dynamiques, nuances d'un piano moderne. Alors justement, puisque vous parlez dynamique, nuance, quand vous prenez une partition comme celle de ce Capriccio en si bémol majeur sur le départ de son frère bien-aimé, il y a les notes, il y a les rythmes, mais il y a rien, il n'y a pas des nuances, ou c'est à vous de faire vos choix, Dimitri Malignan? Voilà, en effet, car sur les claviers de l'époque de Bach, que ce soit le clavecin ou l'orgue, on ne pouvait pas faire des nuances comme on les fait aujourd'hui sur nos pianos. Mais pour autant, je pense que c'était une limitation technique, mais Bach avait, selon moi évidemment, je ne suis pas sûr à 100%, mais je pense qu'il avait dans l'idée des choses plus grandes que les limitations techniques de ces instruments, et notamment dans sa musique pour cordes ou pour petit orchestre, on a des nuances pour ces instruments-là, donc je ne vois pas pourquoi pour clavier on ne pourrait pas en avoir également, surtout avec les instruments qu'on a de nos jours. Et c'est une œuvre, par exemple, que vous avez étudiée pour ce disque, ou alors qui vous a accompagné depuis longtemps? C'est une œuvre, en effet, que je joue depuis un petit moment, parce que j'ai toujours aimé découvrir des choses un petit peu différentes. Et je l'aime énormément, et donc quand j'ai eu l'idée de peut-être avoir l'opportunité de faire un disque entièrement dédié à Bach, pour moi, c'était assez naturel de commencer ce CD par cette œuvre que je trouve extraordinaire et très puis atypique et magnifiquement belle, surtout le premier mouvement qui est vraiment très expressif. Mais tout est sublime. Et alors après, vous continuez par les 15 Sinfonia aussi, ce sont des œuvres, alors que souvent les apprentis pianistes jouent, mais vous nous les faites redécouvrir justement. Et il y a des sommets émotionnels dans ces Sinfonia, c'est-à-dire que parfois on les cantonne à un exercice, mais c'est loin d'être un simple exercice. Oui, voilà, donc c'est un petit peu la pièce de résistance de ce CD au centre du programme. Et voilà, en effet, c'est une œuvre qu'on donne souvent à des enfants un petit peu pour apprendre le contrepoint, pour apprendre la polyphonie. Mais il y a, comme vous dites, des sommets d'expression dans certaines, qui sont des petits concentrés de tout ce que Bach sait faire de mieux, c'est-à-dire en même pas 2 pages, on arrive à voyager dans des contrées expressives extraordinaires. Alors vous parliez des œuvres que vous n'avez pas choisi d'interpréter pour ce disque, qui sont les partitas, les suites françaises ou anglaises ou les variations Goldberg. Ce sont des œuvres que vous jouez par ailleurs? Oui, c'est des œuvres que je joue beaucoup et qui sont extraordinaires évidemment, que beaucoup de pianistes, de très grands pianistes jouent également. Donc pérégrination, il y avait une idée de chemin de traverse aussi pour entrer dans l'univers. Voilà, c'est un mot qui peut être vu de plusieurs façons différentes dans ce CD. Donc un voyage à travers la vie de Bach, à travers tous ses styles, tous ses caractères différents, et évidemment pour voir des choses un petit peu qu'on a moins l'habitude d'entendre. Donc c'est ce que j'ai voulu proposer dans ce programme. Il y a quand même, quand on aime passionnément Bach, c'est quand même le sort qui est réservé à beaucoup. Il y a quand même quelque chose d'incompréhensible dans cette musique. Pourquoi on a un tel bonheur à écouter cette musique? Pourquoi c'est inépuisable? Pourquoi ça ne s'use jamais? Pourquoi même les œuvres qu'on connaît le mieux, on a toujours autant de bonheur à les écouter? Il y a quand même quelque chose qui résiste à la rationalité chez Bach. Il y a quelque chose d'absolument intemporel dans sa musique. De par la sobriété probablement du texte, comme on disait, donc sans nuance, sans vraiment d'indication de phrasé très souvent. Donc ça laisse le champ des possibles infini pour les musiciens. Donc je pense que c'est comme ça que cette musique a réussi à traverser les âges et évidemment à nous émouvoir de par toutes ses facettes, que ce soit harmonique, contrapuntique. Donc je pense que oui, c'est une musique qui nous touche toujours. Mais alors justement, le champ des possibles est totalement ouvert. Vous choisissez un moment X d'enregistrer ces œuvres que vous aimez passionnément, mais finalement vous les enregistrez un jour. Et est-ce que le lendemain, vous n'allez pas être totalement différent dans votre interprétation? Oui, et c'était notamment le problème, entre guillemets, que j'avais eu pour enregistrer les symphonias. C'est qu'il
il y a, je pense, des centaines et des centaines de façons différentes d'aborder ces pièces. Il y a différents tempi qui peuvent être choisis, différentes nuances. Et donc, quand j'enregistrais ça, je me disais, donc là, j'ai enregistré comme ça aurait très bien pu être une autre version. Dans ma tête, j'avais peut-être 4 ou 5 versions. Mais à un moment donné, il faut faire un choix, évidemment. Donc, je sais qu'il y a beaucoup de très grands pianistes qui enregistrent 2 ou 3 fois au fil de leur vie les mêmes œuvres de Bach, que ce soit les Goldberg ou que ce soit les Préludes et Fugues. On parlait d'Andras Schiff, on peut parler d'Angela Kiewit aussi, qui a enregistré plusieurs fois les Goldberg. Donc, je pense que, voilà. C'est une image à l'instant T un petit peu, mais qui peut évoluer évidemment. Et quand on joue ces œuvres en concert, c'est encore différent avec l'acoustique, avec le piano, avec le public. Vous avez écouté beaucoup de clavecinistes interpréter ces œuvres, ou alors vous avez cherché à vous détacher de tout ça? Oui, je me suis aussi intéressé évidemment à ce qui se faisait sur les claviers anciens. Donc on parlait de performances historiquement informées, comme on dit aujourd'hui. Et donc les clavecinistes sont très au courant de cela. Donc il faut absolument les écouter pour savoir, évidemment, pour tout ce qui est ornementation, pour tout ce qui est rubato. Ils savent vraiment comment faire. Alors qu'au piano, ce qui est amusant, c'est qu'on entend souvent qu'il faut jouer Bach très droit, très en rythme, très carré, un petit peu comme ça. Mais quand on écoute les clavecinistes, c'est très expressif, avec beaucoup de rubato, beaucoup de ralenti, d'accéléré. Donc je pense qu'on peut s'approcher un petit peu de ce qui se fait de ce côté-là également. C'est les œuvres qu'il y a sur ce disque, donc il y a ce caprice qu'on évoquait, ces 15 Sinfonia, l'Adagio en sol majeur, on va en parler aussi, cette fantaisie et fugue. Et c'est Prélude, Fugue et Allegro en mi bémol majeur, alors qu'il y a une œuvre qui termine ce disque, qui est absolument sublime et que pour ma part, je ne connaissais pas du tout. Toutes ces œuvres vous ont accompagné depuis toujours, ou alors il y en a certaines que vous avez choisies pour ce disque, qui sont plus récentes dans votre répertoire? Il y a un peu des deux, en effet. Donc on parlait de Capriccio qui m'accompagne depuis longtemps, la fantaisie et fugue en do mineur également. Ça, c'est un des grands chefs-d'œuvre aussi de Bach, qui est quand même pas mal joué par les pianistes. Alors, ce qui est amusant, c'est que la fantaisie est adoptée de longue date par les pianistes parce qu'elle est assez virtuose et très expressive. Donc, ça fonctionne très bien également au concert. C'est une œuvre très efficace. Spectaculaire. Oui. Exactement. Mais en revanche, la fugue est très intéressante parce que c'est une fugue inachevée par Bach. Il ne l'a pas finie. On ne sait pas vraiment pourquoi, s'il avait peut-être d'autres projets à ce moment-là plus urgents. Donc elle est inachevée, elle s'arrête en plein milieu d'une cadence rompue et elle n'est que rarement jouée finalement avec sa fantaisie. Et donc j'ai décidé pour ce CD de l'associer parce que c'est un des sujets de fugue les plus incroyables, je pense, que Bach ait écrit, avec son chromatisme fou, c'est-à-dire vraiment avec des dissonances extraordinaires. Et donc, voilà, je l'ai associé à la fantaisie parce que je trouvais ça très intéressant pour ce CD. Vous avez étudié notamment avec Ludmila Berlinskaya, qui a été très proche de Sviatoslav Richter, auquel on doit un enregistrement mémorable du clavier bien tempéré. Vous avez parlé avec elle de Sviatoslav Richter? Oui, quand j'étudiais avec elle, évidemment, on parlait souvent de ses habitudes, de son répertoire. Donc ça m'a accompagné pendant mes études avec elle, oui. Mais vous avez l'impression d'être un héritier de gens en particulier parmi tous les professeurs avec lesquels vous avez étudié. C'est des écoles très différentes quand même. Oui, alors ce qui est intéressant, c'est que comme j'ai étudié à l'École normale de musique de Paris, donc évidemment il y a cette grande tradition française, Alfred Cortot et d'autres. Donc il y a tout ce côté-là, mais de par mes 2 professeurs principaux, donc Ludmila Berlinskaya et puis Naum Grubert, avec qui j'ai étudié ensuite à Amsterdam. Il y a toute cette école russe, toute cette école slave, qui est évidemment très différente de l'école française, mais complémentaire. Je trouve qu'à l'intérieur, on peut s'y retrouver avec ces 2 facettes, oui. Et alors, vous parliez de vos études justement à Amsterdam. Et à Amsterdam, vous avez travaillé sur un répertoire de musiciens déportés, notamment Leo Smit, des musiciens juifs hollandais, donc dont le destin a été brisé par la guerre, qui ont été déportés pour la plupart, dont Leo Smit, qui est pour nous le plus connu, mais d'autres qui nous sont totalement inconnus. Oui, donc au cours de ma thèse de
de master au Conservatoire d'Amsterdam, donc j'ai étudié ces compositeurs juifs qui ont péri pendant la Shoah. Et donc, en tant que musicien, on a peut-être entendu parler de Erwin Schulhoff, Victor Ullmann, voilà, Léo Schmidt peut-être. Mais à force de creuser, j'ai trouvé vraiment des dizaines et des dizaines de compositeurs dont on n'a jamais entendu parler, et moi le premier. Donc j'ai voulu vraiment m'intéresser à leur musique, à leur vie, et à leur redonner une place dans notre répertoire. Parce qu'il y a de la musique évidemment de très grande qualité. Oui, c'est ça, parce que parfois on qualifie ces musiciens justement par rapport à leur destin tragique, historique, mais on oublie de dire qu'ils ont composé des œuvres géniales. Oui, absolument. Je ne dis pas que évidemment 100% de leur musique mérite sa place à côté des grands maîtres, mais en tout cas, il y a vraiment de la très très bonne musique chez certains qui méritent vraiment d'être jouée. Et donc c'est ce que j'ai voulu faire avec ce projet que j'ai intitulé Missing Voices, donc voix manquantes. Et jouer leur musique, parler de leur vie, et l'associer très souvent également à la musique de leurs contemporains de cette époque-là, du début du XXe siècle, pour montrer qu'elle est vraiment équivalente, et même que cette musique a parfois des qualités propres. Vraiment, parfois on dit, bon, cette musique est inspirée, ça peut être un peu ravelienne, un peu inspirée de Prokofiev, mais souvent elle a également une identité propre à ces compositeurs-là. Et les partitions, comment vous faites pour les retrouver C'est pas trop compliqué, ça? Alors souvent, on n'a que des manuscrits, donc de qualité difficile à variable. Ouais. C'est-à-dire, parfois, on a des choses très compliquées à lire. Et il y a quelques fondations, notamment aux Pays-Bas, qui font un travail remarquable pour numériser toutes ces partitions et pour les avoir dans une version lisible. Donc voilà, c'est un travail de longue haleine, mais vraiment passionnant. On espère que vous allez enregistrer un disque avec des œuvres permettant de rendre hommage à ces compositeurs. C'est vrai qu'on ne les connaît pas, tous ces compositeurs. Oui, tout à fait. J'ai quelques projets d'ailleurs d'enregistrement de ces œuvres pour la saison prochaine ou pour l'année prochaine. Oui. On attend ça avec impatience, Dimitri Malignan. Pour revenir à des choses moins douloureuses, on va revenir à Jean-Sébastien Bach. Il y a ces 15 symphonias qu'on évoquait, et il y a une œuvre aussi qui est sublime, et toutes les œuvres de ce disque sont sublimes. Enfin, quand quelqu'un enregistre du Bach, c'est dur de trouver des choses à jeter, Dimitri Malignan. Mais en l'occurrence, il n'y a que des chefs-d'œuvre absolus. Il y a cet adagio en sol majeur qui est aussi extraordinaire, qui est une œuvre très émouvante aussi. C'est une œuvre très particulière dans la production de Bach également, parce que c'est une transcription par lui-même du premier mouvement de sa sonate en do majeur pour violon seul. Et donc on connaît évidemment les transcriptions postérieures des œuvres, de certaines œuvres de Bach, que ce soit Kempf, Busoni, Rachmaninov, oui. voilà. Mais donc là, c'est Bach lui-même qui a transcrit sa partition de violon pour le clavecin. Donc c'est intéressant parce qu'il prend la mélodie du violon, donc, qui est jouée à la main droite du clavier, et il rajoute toute une guirlande d'arpèges extrêmement expressive à la main gauche pour ajouter toutes ces harmonies et ce rythme. Et donc c'est une œuvre vraiment très particulière. Je ne pense pas qu'il y ait d'autres œuvres de ce type-là dans sa production. Vous parlez des ornements, justement. Vous avez une liberté dans les ornements quand vous interprétez ces partitions, ou alors vous vous sentez très tenu de lire la partition dans son intégrité sans orner toutes ces œuvres que vous jouez sur ce disque? Alors il y a des écoles différentes, évidemment, pour l'ornementation, qui ne se mettront jamais d'accord sur comment il faut jouer les trilles et les ornements au clavier. Mais moi j'aime beaucoup, surtout quand certaines choses se répètent dans une œuvre, varier. Il faut changer. L'ornementation, je trouve que ça apporte quand même beaucoup à l'écoute et à l'émotion provoquée. Oui. Ça vous arrive d'improviser, je veux dire pas improviser une œuvre, mais d'improviser l'ornementation, d'ajouter un tri en plein concert ça peut arriver. Bon, évidemment pas au disque où c'est plus contrôlé, mais en concert, on peut avoir 2 ou 3 versions préparées, disons, et puis au concert, on se lance dans celle qui paraît correspondre le mieux à ce moment-là. Ce disque, vous l'avez enregistré pour le label Hortus, qui est un label très très curieux. Enfin, il y a vraiment un répertoire
Vous parliez de Busoni, ils ont même édité un disque de musique pour piano de Busoni absolument époustouflant récemment, et des choses. Il y a toujours une grande curiosité chez cet éditeur. C'est un disque qui a été enregistré dans une église en Belgique. C'était un choix de l'éditeur ou c'était votre choix, Dimitri Malignan? En fait, c'est lié au piano que j'ai choisi. Donc, ce piano produit par Chris Mann et qui est belge et donc qui est produit dans leurs ateliers en Belgique. Et donc, quand j'ai choisi d'enregistrer ce CD sur ce piano, ils m'ont proposé un lieu qu'ils avaient en Belgique, une très belle église, où j'ai pu enregistrer ce CD dans des conditions optimales. Oui. Et ce piano, vous en aviez déjà joué avant ou c'était vraiment une première? Non, je l'avais essayé chez eux, dans leurs ateliers à l'été 2020. Et donc, j'ai été conquis tout de suite par cette sonorité unique. Et en parlant avec les représentants de cette fabrique, ils m'ont proposé un plan si jamais j'avais un enregistrement à réaliser et qu'on pourrait le faire sur ce piano. Et donc, comme j'avais en parallèle cette idée d'enregistrement Bach, je me suis dit, c'est l'occasion rêvée d'enregistrer ce répertoire qui fonctionne extrêmement bien, je trouve, sur ce piano. Donc voilà, tout s'est fait dans cette direction-là. Bach, c'est le compositeur que vous jouez tous les matins quand vous mettez au piano, ou alors comme un retour aux sources nécessaire? Je ne sais pas si tous les matins, mais en tout cas, je pense que dans 95% de mes concerts, il y a une pièce de Bach qui est incluse. Et pour vous, avec quel compositeur on peut le mieux mettre Bach en relief? Ouais, évidemment, il y a beaucoup de compositeurs qui se sont inspirés de Bach. Donc, dans la grande tradition germanique, que ce soit Beethoven, Brahms, évidemment. Après, il y a tous les compositeurs néoclassiques du XXe siècle, même dans la musique française, quand on voit chez Ravel, chez Debussy, il y a beaucoup de réminiscences des sonorités baroques. Donc, moi, je trouve qu'il s'associe très bien à pratiquement tout, parce que c'est un petit peu le point de repère, finalement, de notre art, de notre musique classique. On parlait de Schumann, Prokofiev, qui était votre premier disque. Là, vous avez des répertoires que vous souhaitez aborder, qui n'ont rien à voir avec Bach, Dimitri Malignan, ou alors c'est encore top secret, on ne peut pas encore en parler? Non, mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de compositeurs qui m'accompagnent un petit peu par saison, donc j'ai des affinités particulières pour certains. En ce moment, je dois dire que j'admire beaucoup la musique de Nicolas Medtner. Oui, grand compositeur, un peu mis de côté par rapport à Rachmaninov. Exactement, c'est un petit peu dans l'ombre, oui. Dans l'ombre de Rachmaninov, mais avec une qualité notamment pianistique c'est d'une difficulté extraordinaire. Oui, Medtner. Absolument, c'est tout du moins aussi difficile que Rachmaninov, et je ne comprends pas pourquoi, par exemple, dans les grands concours internationaux, on impose très souvent les concertos de Rachmaninov, mais jamais les concertos de Medtner, qui sont tout aussi difficiles. Donc je pense que cette musique mérite d'être joué plus souvent, mais d'ailleurs c'est en train de venir un petit peu. Je pense qu'il y a beaucoup de pianistes qui ont compris les choses changent, la qualité de cette musique, donc, mais en tout cas c'est un compositeur que j'aimerais bien enregistrer peut-être à l'avenir si un projet se présente. Donc ça fait déjà 2 projets entre ces compositeurs tragiquement disparus pendant la Seconde Guerre mondiale, et Medtner sera un prolongement de votre discographie. Et tellement de choses de Bach à enregistrer également. Oui, c'est sans fin. Justement, puisque on parle de chemin de traverse et que votre disque s'appelle Pérégrination, il y a d'autres œuvres comme ça qui ne sont pas les grands cycles d'œuvres tellement géniaux, mais beaucoup plus joués. Il y a d'autres œuvres que vous aimeriez interpréter? Oui, il y a pas mal. D'ailleurs, on parlait de la fantaisie et fugue en do mineur. Il y a d'autres fantaisies et fugues également qui ne sont pas beaucoup jouées au clavier, notamment celle en la mineur, il me semble. Je sais qu'également un cycle d'œuvres géniales que j'aime beaucoup, ce sont les petits préludes, qui un petit peu à l'instar des symphonias sont joués par les enfants et pas tellement joués par les adultes, et notamment en concert. Et pourtant, ce sont des œuvres, des petits concentrés de tout ce que Bach sait faire de mieux. Donc, ce sont des œuvres très intéressantes. Il y a l'œuvre qui clôture ce disque, qui est absolument merveilleuse, ce prélude fugue et allegro en mi bémol majeur. Ça, c'est une œuvre qui est pour moi une grande découverte, Dimitri Malignan. Et pour moi aussi, je l'ai découverte assez récemment, je dois dire, parce qu'elle n'est pas jouée particulièrement par les pianistes. Et c'est une œuvre intéressante parce qu'elle est écrite par Bach donc c'est écrit pour le luth ou pour le cembalo, donc pour le clavecin. Donc elle est jouée très souvent de nos jours à la guitare,
par exemple, les guitaristes l'ont adopté, mais assez peu au clavier, notamment au clavier moderne. Et je sais que c'est une œuvre qui était jouée par Sviatoslav Richter. Voilà, la boucle est bouclée avec Ludmila Exactement. Berlinskaya. Je ne sais pas comment il a découvert cette œuvre, mais j'étais vraiment fasciné parce que c'est avec lui que je l'ai entendue pour la première fois, que je l'ai découverte. Et je me suis dit que c'est une œuvre qui mérite d'être apprise. Et notamment par sa fugue, qui est très intéressante, car c'est une des seules fugues de Bach écrites en forme ternaire, de forme A, B, A. Ce qui est très rare dans sa production. Et c'est une œuvre également virtuose, de par son dernier mouvement qui va assez vite. Et donc, voilà, j'ai trouvé que clôturer ce disque avec cette œuvre permettait de voir toute l'étendue de ce que Bach pouvait faire dans ses œuvres moins entendues. Oui, c'est des moins entendus, et puis c'est très différencié. Enfin, chaque œuvre ou cycle d'œuvre a une personnalité propre, à commencer par ce caprice sur le départ de son frère bien-aimé, parce qu'on y revient, mais c'est une œuvre... on est toujours bouleversé par l'œuvre de Bach, mais là, on sent une telle proximité. Il y a un supplément d'âme, évidemment, par le programme et par cette séparation avec son frère, qu'il ne reverra d'ailleurs jamais, après ce départ. Bon, évidemment, il y a beaucoup de légendes autour des titres. On ne sait pas si tout est vrai, ou si c'est de l'ordre de la fantaisie également du compositeur. Mais ça doit être quand même, il doit y avoir une réalité, puisque comme vous le disiez, Bach, c'est pas son habitude de donner des titres comme ça et de s'impliquer de manière autobiographique comme il l'a fait dans cette œuvre. Oui, en effet, c'est vraiment unique. Et d'ailleurs, même si on prend du point de vue purement musical, il y a des caractéristiques assez uniques. Quand on prend le troisième mouvement, le lamento, la basse est chiffrée. Donc, c'est-à-dire qu'on est censé réaliser nous-mêmes, en tant que claviériste, la mélodie ainsi que l'harmonie. C'est-à-dire que Bach a écrit vraiment juste la ligne de basse, quelques indications mélodiques, mais tout le reste, on est supposé le faire nous-mêmes. Donc, quand moi, je joue ce mouvement dans ce CD, évidemment, il y a beaucoup de choses que j'ai dû écrire moi-même. Donc, c'est vraiment très intéressant, très fascinant à jouer. Alors, vous parliez justement de cette œuvre de Bach qui vous a toujours accompagné. Vous, quand vous étiez petit, vous avez eu envie de jouer du piano. Alors, ce sont vos parents qui vous ont mis au piano, comme dans certaines bonnes familles. Et puis, finalement, l'amour du piano est venu après. Ça s'est passé comment ? Alors, c'est venu assez naturellement. Donc, mon grand-père était compositeur. Henri Malineanu était compositeur roumain. Mes parents ne sont pas musiciens, en revanche, du tout. Pardon de vous interrompre, mais vous êtes d'origine roumaine avec un nom qui semble arménien. Alors, c'est une histoire un petit peu compliquée, c'est-à-dire que mon grand-père, comme je disais, s'appelle Henri Mălineanu. Mes parents sont nés en Roumanie également. Et donc, quand ils sont venus en France, ils ont changé le nom de Malineanu en Malignan. Ah, voilà. Alors, je sais que ça a des connotations arméniennes un petit peu, mais finalement pas du tout. C'est la Roumanie. Dans leur tête, ça ressemblait plus à D'Artagnan et à Marignan qu'un nom arménien. Et donc, c'est votre grand-père, compositeur, infusé. Voilà, donc ça a sauté une génération et ça arrivait à moi, l'amour de la musique. Malheureusement, je n'ai pas connu mon grand-père puisqu'il est décédé quand j'étais très jeune. Mais voilà, il y avait un piano à la maison. Mes parents m'ont proposé de prendre des cours en toute simplicité, sans aucune pression. Quand j'avais 5 ans, j'ai commencé à apprendre le piano, comme un passe-temps à côté de l'école. Mais il se trouve que quand j'avais 10, 11, 12 ans, j'ai commencé à apprécier cela. Et puis mes professeurs me disaient que j'avais également un petit peu de talent et qu'il faudrait poursuivre dans un conservatoire. Et donc c'est à ce moment-là que je suis rentré à l'école normale de musique et que je me suis dit que j'aimerais devenir pianiste. Et mes parents m'ont vraiment supporté dans cette voie-là et ont été réellement ravis que je choisisse cette voie-là. Mais sans pression, vraiment. Non, mais justement, en plus, il y avait la trace du grand-père, donc il y avait un côté renaissance chez vous. Et alors, vous écoutiez des pianistes, il y avait des pianistes que vous adoriez, petits, dont vous mettiez les disques Alors, je me souviens que petit, en effet, il y a 2 pianistes dont j'ai le souvenir qui m'ont vraiment marqué. C'était tout d'abord Dinu Lipati. Là, on rejoint la Roumanie. Exactement, donc mes parents, évidemment, avaient beaucoup de CD à la maison de Dinu Lipati, donc j'ai pu écouter ses interprétations bouleversantes, évidemment, parce qu'il est mort très jeune. 33 ans, oui. Exactement.
Mais chacun de ces disques est sublime, que ce soit les valses de Chopin ou justement la première partita de Bach ou d'autres. Absolument, oui. C'est l'interprétation de Jésus que ma joie demeure. Voilà, c'est une des choses les plus belles qui ait pu être faite dans notre art. Et donc vous écoutiez ces disques. Absolument. Et un deuxième pianiste que j'écoutais beaucoup, c'était Arthur Rubinstein, qui est... Ça va, vous avez bien choisi. je pense. Et c'est resté un de mes musiciens favoris même aujourd'hui. Et j'écoutais notamment ses interprétations de Chopin qui m'ont beaucoup marqué. Et également, je me souviens, un de mes premiers souvenirs musicaux, ça a été le deuxième concerto de Rachmaninoff. Et ça m'avait vraiment marqué quand j'avais 10-11 ans d'écouter pour la première fois cette musique si prenante. Et ça m'a vraiment poussé à vouloir être comme ces pianistes et vouloir devenir musicien moi-même. Non, mais d'ailleurs, quand on écoute les disques de Rubinstein aujourd'hui, ce qui est incroyable, c'est qu'ils auraient pu être enregistrés avant-hier. Je ne parle pas du son, mais je parle il y a une noblesse, une élégance et un jeu indémodable. Et une modernité également pour l'époque. Il a rendu Chopin vraiment plus sérieux que ce qu'il n'était dans le passé, qui était un compositeur presque de salon finalement au début du XXe siècle. Et il a rendu ça vraiment, il a donné ses lettres de noblesse à la musique de Chopin. Oui, c'est ça, parce que quand on voit des interviews à la télé de Rubinstein, il a un côté comme ça faussement dilettante ou plein d'humour, mais en fait ça cache un musicien génial. Oui, absolument complet dans sa façon de voir notre art. Oui. Mais lui, ne nous a pas laissé de mémoire d'enregistrement de Bach, mais peut-être que je me trompe, Dimitri Malignan. De mémoire, je ne pense pas, non, en effet. De revenir à votre disque, justement, à côté de ce pianiste génial, on aurait été heureux d'écouter Rubinstein en Bach. Ouais. Là, on est très heureux de vous écouter, vous, interpréter ce disque Pérégrination des œuvres de Bach. Ça part ce fameux Capriccio sur le départ de son frère bien-aimé, et puis on arrive après diverses œuvres toutes aussi géniales les unes que les autres, à ce prélude, fugue et allegro en mi bémol majeur. Pour terminer, quand vous avez enregistré ces œuvres, vous aviez l'idée de la manière dont le disque s'agencerait, de l'ordre dans lequel il s'écouterait, ou alors c'est en réécoutant tout que vous avez choisi un ordre particulier? C'est un processus qui s'est fait un petit peu lentement. Je ne pense pas que j'avais une idée déjà préconçue au début. Je voulais commencer évidemment par le Capriccio, je trouvais ça naturel, surtout par cette thématique du voyage, de la pérégrination, donc le départ de son frère. Je pense que symboliquement c'était bien de commencer par cette œuvre. Et puis après, j'ai fait un agencement un petit peu également par tonalité, comment les choses s'imbriquaient. Je pense que sol majeur, ut mineur, mi bémol majeur pour les 3 dernières œuvres, ça semblait bien. Donc c'est un processus qui s'est fait petit à petit. En tout cas, c'est un vrai bonheur que ce disque consacré à Bach, qui vient de paraître pour le label Hortus, Dimitri Malignan, aimerait savoir. Merci infiniment d'avoir été mon invité. Merci beaucoup de m'avoir reçu. Pour illustrer cet entretien avec le pianiste Dimitri Malignan, je vous propose de l'écouter interpréter le Capriccio sur le départ de son frère bien-aimé de Jean-Sébastien Bach, subi d'un adagio en sol majeur, toujours de Jean-Sébastien Bach, et d'une fantaisie et fugue en do mineur, fugue inachevée, également, bien sûr, de Jean-Sébastien Bach. Merci pour votre écoute, bonne fin de soirée sur RCJ.